Il y a quelques jours, les médias d'État iraniens ont diffusé ce clip. Le message était clair. L'Iran surveille les navires américains. Si l'Amérique frappe, l'Iran ripostera avec toute sa force. Ensuite, pendant la deuxième partie du clip, on voit des drones Shahed frapper leur cible. C'était censé être un avertissement qui est devenu réalité hier. Quelqu'un a effectivement lancé cette riposte. Tôt mardi matin, l'USS Abraham Lincoln naviguait à environ 500 miles au large de la côte sud de l'Iran. Puis un drone iranien Shahed est apparu de nulle part et a commencé à manœuvrer en direction du navire. Les forces américaines ont pris des mesures de désescalade, mais le drone continuait d'approcher. C'est à ce moment-là qu'un chasseur F-35 a décollé du Lincoln et a abattu le drone. Voici le porte-parole Leavitt, avec plus de détails. Le CENTCOM confirme qu'un chasseur américain F-35 a abattu un drone iranien Shahed qui s'approchait de manière agressive du porte-avions américain Abraham Lincoln. Cela s'est produit le même jour où deux vedettes iraniennes menaçaient un pétrolier battant pavillon américain dans le Golfe Persique, menaçant de monter à bord. Alors, que se passe-t-il selon vous? Et que va faire le président face à ce qui semble être des gestes menaçants de la part de l'Iran? Même si Steve Witkoff se prépare à rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, soit à Oman, soit en Turquie vendredi. Eh bien sûr, John, et merci de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai parlé ce matin avec des personnes du Pentagone qui ont dit que le CENTCOM avait agi de manière appropriée et nécessaire pour protéger notre personnel et notre équipement américain dans la région. Donc, le CENTCOM a bien pris la décision d'abattre ce drone iranien. Il était sans pilote, il agissait de manière agressive envers notre USS Lincoln, dont nous savons que ce porte-avions se trouve dans la région sur ordre du président Trump. Quant au président, il reste déterminé à toujours privilégier la diplomatie en premier lieu, mais bien sûr, pour que la diplomatie fonctionne, il faut être deux. Pour danser le tango, il faut un partenaire prêt à s'engager, et c'est justement ce que le président et l'envoyé spécial Witkoff examinent et discutent en ce moment. L'envoyé spécial Witkoff doit avoir des entretiens avec les Iraniens plus tard cette semaine. Ces rencontres sont toujours prévues à l'heure actuelle. Mais bien sûr, le président a toujours plusieurs options sur la table, y compris le recours à la force militaire. Les Iraniens le savent mieux que quiconque. Il suffit de penser à l'opération Midnight Hammer, qui a été un immense succès et qui a pris non seulement l'Iran, mais aussi le monde entier par surprise, en anéantissant complètement leur capacité nucléaire. Plus tôt l'année dernière, Cela s'est produit alors que les États-Unis et l'Iran se préparaient à des négociations directes pour la première fois depuis la guerre de 12 jours en juin dernier. Attaquer un porte-avions américain juste avant des pourparlers de paix n'est pas seulement agressif. C'est étrange. Sauf si quelqu'un veut empêcher ces discussions. Et le drone n'était pas le seul incident. Quelques heures après l'affaire du drone, des vedettes iraniennes ont tenté de s'emparer d'un pétrolier américain dans le détroit d'Ormuz. J'ai déjà parlé de ça hier, quand la nouvelle est tombée. Mais voici ce que je n'ai pas mentionné. Vous voyez, ce pétrolier avait probablement des citoyens américains à bord. Il est même possible que tout l'équipage était américain. Si l'Iran avait réussi à prendre le contrôle du navire, ils n'auraient pas seulement un bateau, ils auraient aussi des otages. Si vous connaissez l'histoire du régime islamique, vous savez que c'est leur méthode. La République islamique est littéralement arrivée au pouvoir en prenant en otage des diplomates américains à l'ambassade des États-Unis en 1979. Ils les ont retenus en otage pendant plus d'1 an, et peut-être qu'ils espéraient recommencer. Saisir des Américains, créer un levier et entrer dans les négociations avec une position renforcée. Mais heureusement, ils ont échoué. Mais malgré tout, l'intention était clairement là. Maintenant, ce n'est pas seulement une provocation militaire. Même sur le plan diplomatique, l'Iran se retire soudainement de choses auxquelles il avait déjà consenti. Selon Axios, l'Iran exige désormais des modifications concernant le lieu et le format des négociations de vendredi. Les discussions devaient avoir lieu à Istanbul. Plusieurs pays arabes et musulmans avaient été invités à observer, et l'Iran avait en fait accepté cela au départ. Mais maintenant, ils veulent transférer les discussions à Oman, et qu'elles restent de bilatérales, uniquement entre l'Iran et les États-Unis, sans autres observateurs. Ils reculent. Des accords qui ont pris des semaines à atteindre. Tout cela ne concerne pas seulement la logistique, cela ressemble à du sabotage. Quelqu'un en Iran ne veut pas que ces discussions aboutissent, et ils font tout ce qu'ils peuvent. Attaques de drones, saisies de pétroliers et changements de lieu pour faire dérailler les négociations. Alors, que se passe-t-il réellement, à l'intérieur du régime? Ils répondent que différentes factions se battent pour le contrôle. Nous savons
d'après les déclarations publiques du président iranien, qu'il souhaite des négociations. Il a même ordonné à son administration d'ouvrir un dialogue avec les États-Unis. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Et certaines de ces personnes ont même publié une critique brutale du président, destinée directement aux Iraniens. Laissez-moi vous montrer ce rapport. Monsieur le Président, le premier jour de votre présidence a coïncidé avec l'assassinat de l'invité officiel de l'Iran, Ismail Haniyeh. Les Américains vous ont demandé de ne pas réagir pour permettre un cessez-le-feu à Gaza. Vous avez été trompés. Vous avez ordonné à l'Iran de ne pas agir, mais aucun cessez-le-feu n'a eu lieu. Le résultat de votre naïveté a été l'augmentation de la pression d'Israël sur Gaza et le Liban, et un chemin qui a conduit à l'assassinat de Saïd Hassan Nasrallah. De ce point de vue, vous portez la responsabilité de son sang. Puis, en octobre 2024, Israël a mené des frappes aériennes contre l'Iran. Vous avez appelé le Conseil suprême de sécurité nationale pour leur dire de ne pas répondre. Puis, en février 2025, Khamenei a qualifié les négociations de déshonorantes et d'irrationnelles. Sous votre pression, l'Iran a tout de même entamé des négociations. Les négociations étaient conçues pour tromper l'Iran et préparer le terrain à l'attaque d'Israël. Dans cette perspective, vous portez la responsabilité du sang de centaines de civils iraniens, de scientifiques nucléaires et de commandants militaires tués en juin et en juillet. Ensuite, lorsque la décision a été prise de supprimer le taux de change préférentiel, même Khamenei n'a pas accepté une unification du jour au lendemain. Mais le bureau du président est intervenu et a donné des ordres. Dans cette perspective, vous êtes responsable de l'étincelle qui a conduit à la mort de plus de 3000 Iraniens. Tout le monde le sait. Trump gagne du temps, transfère des armes, collecte des renseignements et attend le moment pour surprendre l'Iran. Son attaque entraînera probablement l'assassinat de Khamenei, des attaques contre les infrastructures militaires et des conditions propices à une guerre civile. Monsieur le Président, si une goutte de sang iranien est versée dans une guerre sanglante, vous en êtes responsable. Si le dirigeant du régime islamique est tué, vous en êtes désormais responsable. Pour moi, cela ne ressemble pas simplement à une critique, cela ressemble à une guerre de factions qui se joue en public. Car non seulement des citoyens iraniens tiennent de tels propos, mais aussi les responsables du régime contredisent ouvertement le président iranien. Ici, nous avons le président du Parlement iranien, qui vient de dire que dans environ un mois, nous réciterons la prière funéraire pour Trump et ses alliés. Ce n'est pas une posture diplomatique, c'est un appel à l'assassinat du président américain, alors que le président iranien essaie de négocier avec lui. Un haut responsable de la sécurité iranienne affirme aux médias d'État que l'Iran ne renoncera pas à ses armes nucléaires. Écoutez bien. Un conseiller principal du guide de la révolution islamique, l'ayatollah, a déclaré « Ali Khomeini a réaffirmé que l'Iran ne transférera pas son uranium enrichi à un autre pays car il n'y a aucune raison de le faire. » L'amiral Ali Shamkhani s'exprimait lors d'une interview exclusive avec le réseau d'information Al-Mayadin. Il a souligné que le programme nucléaire iranien est pacifique et géré localement. Shamkhani a souligné que l'uranium enrichi à 60% est destiné principalement à contrer les conspirations ennemies contre l'Iran et, deuxièmement, à préparer les négociations et le dialogue. Il dit que l'enrichissement à 60% peut être réduit à 20% si les autres parties offrent quelque chose en retour. Shamkhani a souligné que l'Iran n'a jamais cherché à produire des armes nucléaires, citant le décret religieux de l'ayatollah Khomeini qui interdit le développement de telles armes. Plus tôt, le vice-président du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran avait déclaré que Téhéran n'avait pas l'intention de transférer son stock d'uranium enrichi vers un pays tiers. Ali Boghari a souligné que les négociations nucléaires avec les États-Unis n'impliquent pas de tels sujets. Khamenei a ensuite affirmé que l'Iran ne renoncera jamais à ses capacités nucléaires et balistiques. Maintenant, cette partie n'a en fait pas été publiée sur le site officiel, mais selon des personnes qui ont assisté au discours de Khamenei. Eh bien, il a dit cela pendant ce discours. Alors, qu'est-ce que nous demandons réellement ? Jetons un coup d'œil à ses exigences. Le président Trump a 4 exigences. Premièrement, mettre fin complètement au programme nucléaire de l'Iran. Deuxièmement, arrêter le programme de missiles balistiques. Troisièmement, couper le financement des groupes mandataires comme le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Et quatrièmement, mettre fin à la répression des manifestants anti-régime. Maintenant, examinons-les une par une. La première semble en fait permettre des négociations, car l'Iran est prêt à faire des concessions. La deuxième ne paraît tout simplement pas réaliste. L'Iran sait que le missile balistique est le seul moyen de dissuasion qu'il possède contre Israël. Et il semble que même publiquement, avant les négociations,
et même d'après les rapports qui sortent, où les responsables iraniens s'expriment anonymement. Personne n'accepte que l'Iran cesse son programme de missiles balistiques, ce qui risque de compliquer un accord nucléaire. Israël exige que tout accord nucléaire oblige l'Iran à stopper son programme de missiles balistiques. Passons au point 3, qui n'est pas vraiment un problème. L'Iran manque d'argent pour financer le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Je ne pense pas que cela posera problème, mais le 4e point pourrait vraiment en être un. Il faut rester réaliste. L'Iran négocie. Les responsables iraniens qui négocient. Ils négocient parce qu'ils veulent préserver le régime. Et devinez quoi ? Les manifestants exigent la disparition du régime. Jamais il n'acceptera de cesser de réprimer ceux qui veulent le renverser. C'est comme leur demander de signer leur propre arrêt de mort. Ce qui est plus probable, c'est qu'ils accepteront probablement quelque chose avec les États-Unis sur le papier. Et ensuite, ils déplaceront la répression derrière des portes closes au lieu de tirer sur les manifestants dans les rues. Ils les arrêteront discrètement et feront les exécutions dans les prisons, là où le monde ne peut pas voir ce qu'ils font. Lors de la répression de janvier, ils ont coupé Internet puis tué des gens dans l'obscurité. Maintenant, cela se passera derrière les murs des prisons. C'est la triste réalité. Si nous acceptons réellement un accord avec le régime, passons à la suite. Alors que tout ce chaos se déroule, voici un signe de plus que les initiés savent que le régime est vraiment en difficulté. Nous avons un autre diplomate iranien qui a fui le régime et cherche maintenant l'asile en Suisse. Il s'appelle Golem Reja Derikwan. C'était une figure montante au sein du ministère des Affaires étrangères iranien. Il a travaillé à l'ambassade d'Iran en République tchèque de 2011 à 2024. Et beaucoup de ses collègues le considéraient comme un diplomate de carrière qui aurait pu accéder au poste d'ambassadeur. Mais après l'affaire du mois dernier concernant un autre diplomate iranien qui a quitté les Nations Unies pour demander l'asile en Suisse, il fait maintenant la même chose. Je pense que ces personnes agissent ainsi car, à cause des troubles politiques en Iran, elles se sentent en danger et cherchent un pays qu'elles jugent sûr. Le même pays occidental que le régime iranien déteste, alors que ces personnes en faisaient partie et dénoncèrent publiquement l'Occident. Mais quand il s'agit de chercher la sécurité pour leur famille et pour eux-mêmes, ils vont en Occident. C'est la même chose que l'on voit en Russie, la même chose que l'on voit en Chine, et la même chose que l'on voit en Iran. Tous ces gens ne sont que des hypocrites. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est à blesser. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, ou même des images du front, n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il est important de tout couvrir. C'est pourquoi nous avons lancé notre plateforme Business Basics, créée de zéro pour éviter toute restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, les images du front, ni la destruction des bases aériennes russes. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer car les annonceurs ne sont pas satisfaits de notre couverture. Le site n'est pas financé par la publicité, mais par votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus, vous soutenez notre chaîne, merci beaucoup, je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.